Enchantée, donc moi c'est Alexandra Jovic, donc je présume que là 100% de l'auditoire est en train de se demander qui je suis et qui est Keystone by Lamarck. Donc je vais arrêter le suspense en vous expliquant qui je suis. Donc moi je suis cofondatrice de Keystone by Lamarck, qui est un cabinet de conseil en transformation des organisations et qui est spécialisé auprès des acteurs de l'asset management. On intervient principalement en gestion de projets métiers, data, IT et réglementaire, sur des sujets donc financiers, extra-financiers, les fameux ESG, mais également risques et des enjeux de gestion, donc front to back, to compta, to reporting, etc. On connaît bien les sujets. Toute la journée, on a parlé donc de data, de SG, d'IA, de digital. Aujourd'hui, on va aussi en parler, enfin, là tout de suite dans cette table ronde, mais avec un angle un peu différent, puisqu'on va l'adresser via l'angle donc, des modèles hybrides. Donc, par modèle, on entend les modèles organisationnels, dans un premier temps, avec notamment Vivienne, mais également des business models qui vont vous être présentés et qui sont différents de ce que l'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Soit en réponse donc, à un besoin interne, pour Vivienne, soit un besoin client pour Manco et MoneyOne. Donc je vais tout de suite passer la parole, donc peut-être dans un premier temps, à toi André, pour nous expliquer donc, quelle est la genèse en fait, de ton offre, qu'est-ce qu'elle propose aujourd'hui au marché, en mettant en avant donc, les valeurs ajoutées et également ce qui vous différencie d'une société de gestion classique. Alors, je vais déjà commencer par ce qui nous différencie, ça va être facile. Vincent, tu nous as fait un teaser absolument extraordinaire, 708, dont une un petit peu différente des autres, mais très différente des autres, puisque nous n'avons pas de gérant. Nous sommes une société de gestion agréée par l'AMF, sans gérant, ce qui signifie que nous sommes une société de gestion de moyens, où nous mutualisons l'ensemble des moyens post-marché, c'est-à-dire tout ce qui est le middle office, le back office, les risques, le reporting, la compliance. Voilà, donc ça c'est Manco. La genèse de Manco, c'est au départ l'incubation, au départ BIAM, une très grande activité sur l'incubation, puisque l'un des créateurs de Manco est l'un des fondateurs de Nextime devenu New Alpha. Donc une sensibilité assez importante à tout ce qui est projet et à tout ce qui est phénomène de mutualisation du chassé en meute. Voilà, donc on a créé BIAM. Après BIAM, nous sommes allés voir les autorités de tutelle, nous sommes allés voir les agences de place, l'AFG, la F2I, Finance Innovation, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait que l'on devienne société de gestion, puisque au Luxembourg, il y a 6 000 milliards sous gestion, il y a 450 ou 460 Manco. En France, il n'y en avait pas. Donc les autorités telles ont pensé que c'était une bonne chose de créer Manco, de créer une structure qui puisse répondre à cette problématique-là. Et donc nous avons créé Manco avec Jérôme et puis avec deux autres associés que l'on citera, c'est le cabinet Seed Consulting et un autre membre de Finance Innovation, MyFund Office. Si je peux me permettre d'aller un petit peu plus loin. Dis-moi. Tu proposes donc via Manco Paris également donc l'externalisation de toutes les fonctions post-trade. Exactement, c'est exactement ça. Moi, de mon expérience, je vois donc d'un côté les banques qui externalisent souvent l'IT, le back-office, mais de l'autre côté, beaucoup de sociétés de gestion qui préfèrent internaliser un maximum. Comment tu arrives à capter des nouveaux clients Aujourd'hui, ma clientèle, c'est 3 sortes de clientèle, puisque j'ai 3 manières de travailler. La première manière que tout le monde la comprend, et puis qui est un petit peu celle qui est native, c'est de dire aux gens qui ont envie de créer une société de gestion, vous avez l'intelligence de l'ordre, vous êtes des gérants, donc occupez-vous de la gestion, occupez-vous de vos clients, nous on s'occupe de tout le reste. Ça, c'est, je dirais, la première manière de travailler, où le fonds va être société de gestion Manco et on va déléguer la gestion financière à cette société de gestion. En général, c'est fait pour les tout petits acteurs, les acteurs en création. Les acteurs étrangers qui veulent venir en France et qui n'ont pas envie de créer une société de gestion en France, mais qui pour autant ont envie de pouvoir adresser le marché français.
ils ont l'habitude de passer par le Luxembourg, il y en a énormément qui passent par le Luxembourg, et bien d'avoir une société de gestion française, ça les intéresse. Et donc à ce moment-là, on devient nos sociétés de gestion de tête, et là encore, on va déléguer la gestion à ces sociétés de gestion-là. Et puis la troisième méthode, qui est une méthode de prestation de services, où là c'est une méthode un petit peu à la carte, où on a des sociétés de gestion existantes, de petite et de moyenne taille. On ne va pas s'adresser à des sociétés de gestion qui sont de grande taille, bien évidemment, et où on va pouvoir travailler juste sur la partie compliance, juste sur la partie middle back, ou éventuellement en délégation de gestion des risques pour des gens qui ont envie d'avoir une gestion des risques comme une grande, puisqu'on est 8 aujourd'hui dans la société, comme une grande, sans avoir à supporter ni les équipes ni les datas de toute la partie gestion des risques. Et donc ça, c'est une innovation aussi sur laquelle on a travaillé, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de déléguer la gestion, là c'est nous qui déléguons la gestion, ou la société de gestion nous délègue la gestion des risques, avec toute la partie, je dirais, AMFienne de la délégation, qui va aussi avec la partie responsabilité de la délégation. Voilà. Merci. Christophe, on va peut-être parler donc de MoneyOne. Pour rappel, donc c'est... Je te laisse parler. Non. Donc, pour rappel, MoneyOne aujourd'hui propose une expérience d'investissement 100% digitale. Donc je te laisse en parler. Ok, alors moi je vais parler de MoneyOne, mais surtout parce que c'est la genèse d'une logique de conviction qu'on a sur la plateforme de distribution plus globale de la Française, et donc la logique d'Innovative Platform. Pour rappel, la Française, c'est une société de gestion filiale du Crédit Mutuel, qui est une holding et qui agrège différentes compétences de gestion, cotées et non cotées, et qui centralise la distribution auprès de tous ses clients à travers une plateforme de distribution qui s'appelle la Française Finance Service, pour l'anecdote. Et la conviction qui est la nôtre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de capacité, enfin que la tech et les néo-usages vont driver la réalité de l'asset management de demain, tant en distribution qu'en gestion. Donc et la genèse de cette innovative plateforme, en fait, elle est partie, comme tu le disais, de la naissance sous un modèle intrapreneurial en 2015 de la volonté de créer une plateforme de distribution direct to consumer. Donc en gros, on était le premier asset manager à décider de désintermédier le marché de la distribution en donnant accès directement à l'individu client final à l'asset management via des canaux 100% digitaux, en contrepartie d'avoir des avantages compétitifs, puisque une désintermédiation totale et une volonté de venir toucher une typologie de clients qui ne se considéraient pas comme éligibles historiquement à l'épargne pour des raisons de « c'est pas pour moi, je comprends rien, je suis pas assez compétent, j'ai pas assez d'argent, etc. » Et donc ça a été la pierre angulaire du fait de se dire, quand on est asset et distributeur, on a un levier sur l'asset manager et on peut le faire évoluer pour rendre son offre en adéquation avec une typologie de clientèle qui, historiquement, ne se considérait pas ou n'était pas éligible. Il y a une vraie loi de Pareto dans la finance, 80% des flux sont sur 20% des investisseurs, et on estime, nous, qu'il y a une immense frange de ces 80% d'investisseurs qui sont pourtant éligibles. Il suffit d'adapter l'offre à la demande. Donc ça, c'est le premier élément, et le deal, quand on est allé voir le board pour lever cet argent, donc on a demandé deux choses à notre board. Un, qui nous donne de l'argent pour le faire. Deux, qui nous laisse constituer une équipe totalement hiérarchique sur un modèle totalement non managé, et donc on est venu isoler des membres de différentes équipes sans que leur propre manager ait un quelconque levier sur eux. Donc ça a été une double révolution, une filiale d'une banque mutualiste qui incubait une structure, ça n'existe pas normalement. La deuxième chose, c'est qu'on a managé des équipes sans que leur manager puisse interagir avec eux. Donc ça a été un petit peu rock'n'roll, on va dire, mais au bout du compte, ça a eu comme vertu de faire en sorte qu'on a pu lancer une plateforme de distribution digitale en quelques mois, et on a pu commencer à bouger les lignes. La contrepartie qui m'a été imposée par mon board, c'est de faire en sorte que les compétences de gestion de projet, les compétences d'ETP qu'on allait intégrer sur des stratégies de marketing digital, d'acquisition digitale, d'outils et services, de déploiement, d'adéquation, de modification des produits pour être en adéquation avec le passif, soient mis au profit du groupe sur l'exhaustivité de sa problématique de gestion et sur la totalité de ses distributeurs. Et donc, c'est de là qu'est née l'Innovative Platform. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. C'est effectivement pas une plateforme d'innovation qui est venue créer un distributeur, c'est l'inverse. Et à partir de là, on est venu plugger outils, services, stratégies de marketing, etc., pour venir offrir
des produits adossés à des services à nos distributeurs. Alors là, il y a des gérants qui sauteront au plafond quand je vais dire ça, mais je le dis quand même. Moi, je pars du principe qu'il y a, je ne sais pas combien de centaines de sociétés de gestion en France. Vous allez être dans le top 10 une fois sur votre gestion, puis vous ne serez pas dedans l'année d'après, puis vous serez rededans l'année suivante, et puis vous serez à nouveau pas dedans. La réalité, c'est ça. Et que donc, pour venir faire la différence, il y a deux réalités aujourd'hui. Vous devez quand même être un minimum performant en termes de gestion et en termes de tarification, mais vous devez aussi donner du service additionnel à votre utilisateur. C'est fondamental pour faire la différence. Si vous proposez à un acteur digital de sélectionner votre produit et qu'à côté de ça, vous lui donnez un onboarding client clé en main, ben oui, vous lui donnez un avantage compétitif par votre concurrent qui ne lui donne que le produit. Je vais vous donner un deuxième exemple. Aujourd'hui, c'est le marché qui nous impose de le faire. Aujourd'hui, quand vous traitez certains institutionnels, ils disent « j'adore ton produit, par contre je l'achète dans cette plateforme ou je ne le prends pas ». Je fonctionne dans des systèmes d'open banking, donc j'ai un flux de data qui vient alimenter ma plateforme où je ne le prends pas, etc., etc. Donc vous êtes obligé aujourd'hui, quand vous centralisez une distribution pour un asset manager, d'avoir une plateforme technologique idoine pour venir répondre soit à un avantage additionnel à votre offre, soit à une exigence de vos propres investisseurs qui aujourd'hui imposent le canal par lequel ils vont investir pour des raisons qui leur sont propres. Je voudrais te poser une question par rapport donc, à ce business model et qui va plutôt toucher l'investissement retail. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, on voit qu'il y a vraiment, on va dire, deux typologies de générations qui se confrontent sur le monde de l'investissement. Donc il y a les nouvelles générations qui cherchent justement cette distribution digitale. Aujourd'hui, on veut tous aller très très vite avec notre téléphone. Et puis, il y a plutôt les anciennes générations qui, eux, ont encore besoin d'avoir un conseiller devant eux. Est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, est-ce que vous arrivez à capter aussi cette typologie de clientèle-là et comment est-ce que vous le faites ? Ouais, j'ai envie de dire c'est de moins en moins vrai. Alors, c'est pas exclusivement retail. Hein. Je vais prendre un exemple très simple. Je vais citer un institutionnel qui s'appelle Generali sur ses fonds propres. Si vous passez pas par la technologie Isness pour venir lui distribuer des fonds de trésorerie, il vous sélectionne pas. Donc c'est réalité multi-cible. Ensuite, c'est de moins en moins vrai sur, on va dire que la partie générationnelle est de moins en moins vraie. Alors, il y a des gens, ils sont natives, donc c'est-à-dire qu'on va dire que les moins de 40 ans, moins de 35, 40, c'est plus optionnel. C'est-à-dire que là, voilà, ces gens-là, vous ne les touchez pas. Voilà. Si vous n'êtes pas dans ce créneau-là, ils sont totalement inaccessibles. Les autres, ils ont rien contre un modèle, pour le coup, hybride, où on peut interfacer des individus. Ce qui fait la grosse différence, je trouve, générationnelle, moi, c'est le côté smart de l'acceptation de fournir ces datas. Donc, je vais essayer de m'expliquer en 2 secondes, mais en gros, le moins de 35-40 ans, il accepte tout le temps de donner sa data, puisque ce qu'il veut, c'est qu'on vienne lui proposer quelque chose qui est en adéquation avec ce qu'il pense, et il a 0 problème avec ça. Et donc, vous allez avoir un carton rouge de cette typologie d'utilisateur, c'est si vous venez lui proposer une raquette de tennis alors qu'il est le tennis. Ça, c'est carton rouge. Donc, c'est extrêmement important d'avoir une capacité d'analyse de la data pour proposer ce qui correspond à la réalité de leurs besoins, et évidemment d'une manière désintermédiée. On va dire que le Quadra et plus, c'est assez caricatural, hein, mais lui, il est un peu moins friand de donner sa data pour des raisons qui lui sont propres, voilà, historiques. Voilà. Merci. On va passer à la 3e société de gestion, donc Vivienne Investissement. Donc là, pour le coup, plutôt un modèle organisationnel différent, puisque vous avez fait le choix de digitaliser un maximum de vos process. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ? Oui, alors moi, Marc Senray, je représente aujourd'hui Vivienne Investissement. Et quand Vivienne Investissement s'est lancé, une société de gestion quantitative, systématique, qui a été fondée par des physiciens en grande partie, il n'y avait pas de Manco. Et on s'est retrouvé, on va dire, de manière assez organique, à devoir répondre aux différentes demandes, que ce soit celui du régulateur, mais en fait tous les partenaires qu'une société de gestion peut avoir, son dépositaire, son valorisateur, son courtier, enfin tout ce dont on a parlé aujourd'hui de différentes manières, et comment en fait cette intégration peut se faire avec tous ces acteurs-là, et aussi comment en interne on va pouvoir gérer toutes ces données qui doivent être à la fois prises en compte quand elles viennent de l'extérieur, mal accès, retraitées, puis renvoyées.
Et quand on commence, on est une petite société. Alors aujourd'hui, on s'adresse à Manco. Avant, on sait programmer et donc on se dit on ne va pas perdre de temps avec l'administratif et on va créer des solutions internes qui correspondent exactement à nos besoins en fonction de ce qui nous est demandé et en fonction des différentes réglementations, des différents partenaires qu'on va pouvoir avoir. Et c'est comme ça que, organiquement, petit à petit, on crée en fait une solution finalement complète à l'intérieur de la société où on va pouvoir interagir avec les gens de l'extérieur et aussi leur renvoyer nos données. Et tout part au départ du besoin de la gestion. Donc au départ, on a fait une gestion qui était quantitative et systématique. Donc pareil, les données arrivent, on doit les traiter, on doit les faire passer dans les algorithmes, on doit vérifier que les calculs sont justes, on doit vérifier que les ordres qui sont envoyés sont cohérents avec ce qui se passe. Donc on va mettre en place différents types de plateformes qui vont être par exemple de l'analyse de news automatique, qui vont pouvoir être suivis mais sans prendre de la bande passante du cerveau des gens qui sont au front et qui vont leur dire voilà la situation actuelle c'est ça. Voilà, il va y avoir un peu de discours automatique qui va être créé comme ça. Et puis petit à petit va se créer en fait une archipélisation au niveau de ces services. Et très rapidement, ça a été la mode dans la tech il y a quelques années, on s'est mis en fait à faire ça mais sous forme de microservices. Avant, tout était avec des softs qui étaient assez monolithiques. Tout le monde s'est bien rendu compte du problème que ça pouvait créer dès qu'il fallait répondre de manière flexible à toutes les problématiques de changement de normes, de changement même de voies de communication. Donc, mise en place de microservices qui sont capables de fonctionner les uns avec les autres, dans lesquels on peut en éteindre un, en rallumer un. Si un s'éteint sur une machine, un autre peut être allumé automatiquement. Enfin, il va y avoir tout ce process qui va être mis en place. C'est ni plus ni moins que ce qui se fait dans la plupart des boîtes de tech, mais qui est en fait directement utilisé pour la gestion. Le point de départ, l'idée de départ, c'est l'idée de se dire que, alors, tout le monde n'est pas d'accord avec lui toujours, mais Elon Musk disait que la monnaie, ce n'est qu'une base de données. Et en fait, le monde de la finance, ça n'est jamais que de la gestion de l'information. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de gérer de l'information comme on pouvait le gérer il y a 20 ans. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit sûr, il faut que ça, alors sûr à tous les niveaux, c'est-à-dire que la donnée qu'on reçoit soit sûre, qu'elle soit traitée, qu'on doit la traiter de manière sûre pour nos clients. Donc il y a aussi toute cette problématique-là. Il faut qu'on soit sûr d'être capable de redémarrer. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui nécessitent la digitalisation des sociétés de gestion. Alors nous, c'est ce qu'on a essayé de faire directement. Évidemment, il y a toutes les fintech du pôle qui sont là pour aider les gérants, ou alors les sociétés directement qui peuvent faire ça. Merci. Et puis on a parlé tout à l'heure, lors du cocktail, tu nous évoquais l'aspect réglementaire qui demande aussi, donc aujourd'hui, je te laisse peut-être en parler. Alors ça, je pense que je ne vais rien apprendre à personne aujourd'hui sur la partie réglementaire et sur sa façon d'augmenter de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le régulateur se rend compte qu'il peut demander des données et donc il n'a plus aucune gêne à demander de nouvelles données, ce qui nécessite encore une fois de créer tout un système qui peut répondre à ça. Le régulateur se rend compte qu'on est capable de fournir ces données, donc pourquoi pas en demander encore plus? Et de toute façon, il va y avoir en fait un effet boule de neige, parce que la transparisation qui est demandée à tous les niveaux, que ce soit pour le régulateur, mais même en fait les partenaires, que ce soit les clients pour transpariser les différents portefeuilles, enfin, tout ce genre de choses ne va aller qu'en augmentant. Ça va être ingérable de le faire avec des petits doigts humains. Et donc la digitalisation dans la communication avec les partenaires va devenir obligatoire, d'où l'intérêt de la mise en place de toutes ces API qui sont en train de se mettre en place. Puisque aujourd'hui, essentiellement, on reçoit des PDF, il faut les traiter de manière automatique. Les formats des PDF changent un jour, on va savoir pourquoi. Donc il faut arriver à se remettre en place à ce niveau-là. Alors, on pourra discuter après des méthodes que nous, on imagine pour pouvoir répondre à ce genre de choses. Puis alors, il y a eu tous les sujets traités sur l'ESG qui rajoutent une deuxième couche en fait, de besoin d'information, de traitement d'information et de transfert d'informations avec les autres sociétés. Donc, il y aura toujours plus d'informations.
Tu parlais aussi d'un système informatique donc robuste, parce que donc aujourd'hui on se doit d'être dans l'obligation de répondre lorsqu'il se passe quoi que ce soit. Oui, ça c'est les nouvelles normes en fait qui arrivent dans la finance à la fin de l'année ou sur toute la partie IT où tous les prestataires de services, mais toutes les sociétés qui utilisent leurs services vont devoir être capables de fonctionner non plus en mode dégradé, mais au mode au plus proche de la perfection habituelle. Et ça va nécessiter justement, peut-être pour beaucoup, de repenser la robustesse de leur process IT et leur capacité à redémarrer très rapidement avec soit ailleurs, soit sur d'autres plateformes. Enfin, donc la containerisation, le microservice, tout ça, ça va devenir quelque chose d'absolument fondamental pour tous ces process. Il va falloir être capable de quasiment redémarrer si on a un problème en moins d'1 heure et demie. Enfin, voilà. Comme si rien ne s'était passé. C'est ça le plus important. Merci à vous trois pour la présentation de vos modèles. Bon, Marc, c'était vraiment très intéressant ce que tu as présenté. Pour tous les asset managers présents dans cette salle et aussi les assureurs, ne faites surtout pas ça parce que moi, sinon, j'ai plus du tout de business. Donc, restez sur le modèle classique, c'est super. Nous, on est très technique au départ, hein, donc c'était vraiment entre guillemets facile pour nous. Ça s'est fait petit à petit, donc c'était simple. C'est sûr, non, mais c'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous pourrez nous expliquer maintenant sur vos 3 modèles quelles sont les limites que vous voyez, également les challenges et les défis de demain qui sont inéluctables pour pouvoir rester compétitif sur le marché? C'est moi qui commence. Ok. Alors, j'ai envie de dire sky is the limit. Moi, je vois 3 points, 3 risques, entre guillemets, principaux. Le premier, c'est l'aversion au risque éventuel du management et ou des actionnaires à aller dans une nouvelle aventure. Le deuxième gros point de vigilance, pour moi, il est basé sur une formation continue et permanente des collaborateurs au monde réel dans lequel ils vivent. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, c'est factuel, ça évolue à une vitesse tellement hallucinante que tout le monde ne peut pas tout suivre en permanence. Ça, c'est assez fondamental. Et puis, il faut accepter d'investir assez massivement dans la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous prendre quelques exemples. On travaille, nous, on est assez... Donc moi, vous l'aurez compris, je suis ultra convaincu de l'adéquation tech née aux usages dans et la gestion et la distribution au sein de l'asset management. On parle d'asset management 3.0, 4.0. Moi, je suis ultra convaincu de ça. Et je suis ultra convaincu aussi que la technologie, elle amène des nouvelles manières d'opérer les choses qui rendent ce qui était impossible possible. Et donc ça change complètement la donne et il faut l'accepter intellectuellement et ensuite mettre les moyens qui vont y répondre. On travaille, nous, alors il y a le Web3 au sens large, hein. On a monté un groupe de travail comme on l'avait fait sur MoneyOne en transverse, avec toutes les compétences, sur lequel on upgrade le niveau des gens en permanence. Et on travaille autour de proof of concept, tant côté gestion que distribution, qu'onboarding. Donc ça touche l'intelligence artificielle, bien évidemment. Je ne vais pas présager de l'avenir, mais moi je pense que demain, si vous acceptez de donner quelques accès à quelques-unes de vos applications, votre onboarding client, vous n'aurez plus besoin de le faire, il sera fait de manière automatique par l'intelligence artificielle. C'est un des freins numéro 1 à l'accès à l'épargne par les individus, parce qu'ils mettent une demi-heure à investir 50 € quand ils mettent 10 secondes à perdre 1 000 € au loto. Donc voilà, ça c'est l'anomalie du modèle, mais c'est comme ça. Même chose sur les logiques de préférence de durabilité, c'était évoqué dans la table ronde d'avant. Nous, 99% des gens retail qu'on interroge sur leur choix de préférence de durabilité, vu qu'ils ne comprennent pas les questions, ils n'en veulent pas. Voilà, donc l'intelligence artificielle, elle accompagnera effectivement également tout ça. Donc ça, c'est des éléments importants. On est aussi ultra convaincu du bien fondé de la blockchain à l'actif comme au passif. À l'actif, voilà, c'est pas compliqué, hein. On a monté des premières expériences où vous limitez beaucoup de manière radicale. On peut désintermédier en distribution, mais on peut aussi désintermédier en gestion. Sur des produits non cotés, la blockchain, elle permet de s'extraire d'un custodian, par exemple. C'est un fait. Ça veut pas dire que ça veut pas dire. C'est à ça que ça sert. Ça veut pas dire que c'est plaisant, mais ça veut dire que c'est factuel. Pareil, vous court-circuitez des transferts agents quand vous commercialisez à l'étranger, etc., etc. C'est des coûts en moins, donc c'est de la perf en plus ou de la marge en plus, ou les deux, pour joindre l'utile à l'agréable. Tokenisation, voilà, il y a aujourd'hui une énorme manne de cash qui passe à travers des wallets crypto
dans un environnement blockchain, et il y a très très peu de solutions d'épargne traditionnelles qui sont accessibles par ces canaux-là. Il n'y a aucune raison que des compétences de gestion ne soient pas accessibles par le biais de tokens demain matin. Donc on travaille à toutes ces logiques-là, et puis effectivement, alors je ne sais pas si je vais faire plaisir, en tout cas moi je suis assez convaincu du modèle quantitatif, puisque je crois que quand on adosse des modèles quantitatifs bientôt à des modèles d'analyse et de calcul quantique, on pourra mettre tout ce qu'on veut comme process, comme logique, comme analyse. Il y a un moment où on ne pourra pas compter aussi vite que ça, et que donc ça viendra influer. Et puis on a fait un proof of concept autour de choses, alors ça va vous paraître gadget, mais c'est quand même assez hallucinant, autour d'une logique d'intelligence artificielle qui est en capacité d'analyser selon les informations diffusées par des influenceurs. Donc influenceurs, je ne pense pas à l'influenceur de base qui vend des crèmes de beauté ou je ne sais pas quoi, mais des gens qui ont une influence sur le marché mondial. Donc voilà, on évoquait Elon Musk, le patron d'une banque centrale, voilà, des gens comme ça. Et la corrélation de l'influence sur les marchés, du fait que l'influenceur 1 confirme ce que dit l'influenceur 2 ou infirme, et selon la réalité de ces informations-là, ça aura des influences sur le marché. Et si vous mettez... Pour Elon Musk. Exactement, comme Elon Musk sur les cryptos, par exemple. Et donc, si vous avez un modèle qui est capable de l'exécuter dans le bon timing, vous prenez de la performance. Donc, ce n'est pas complètement connecté à une réalité d'analyse de marché, mais c'est pourtant ultra efficace. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on le mettra en place, ça ne veut pas dire que c'est simple. Mais voilà, donc pour moi, le risque principal, il est qu'on refuse d'accepter l'environnement dans lequel on vit. Ça ne veut pas dire que ça se transformera demain matin, mais c'est totalement inéluctable de mon point de vue. D'accord. Donc blockchain, tokenisation, accompagner les clients, donc aller vers cette digitalisation, et donc la partie IA sur le risque d'influence. C'est pour toi. Par exemple, ou en tout cas, ou pour l'onboarding client. Et nous, ce qu'on ne souhaite plus faire et ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, c'est qu'on ne dissocie plus la distribution de la gestion. C'est vraiment deux choses qui sont aujourd'hui technologiquement ultra corrélées pour être efficaces pour l'utilisateur. Merci. À toi, Marc. Ok, pas de souci. Donc pour ce qui est des limites et des défis, d'ailleurs, je rebondirai déjà sur ce qu'a dit Christophe. Pour ce qui est de l'onboarding et de la gestion, c'est clairement quelque chose que nous, on aimerait faire aussi. Alors après, c'est vrai qu'on rentre dans des problématiques légales et qui sont d'une complexité assez importante. Ça doit valoir le coup de discuter avec toi pour pouvoir faire ce genre de projet. Pour ce qui est ensuite de l'intelligence artificielle, de la tokenisation et des défis que ça peut avoir au niveau de la digitalisation, je pense que... Alors, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire peur avec ce genre de sujet. Je pense que c'est complètement malvenu par rapport à ce que c'est réellement et ce qu'on peut en faire. Typiquement, nous, on va l'utiliser. Alors, le cadre, je ne vais même pas utiliser le mot parce que tout le monde le connaît, mais je vais parler des modèles de génération de texte qui peuvent être extrêmement utiles dans le système de gestion, enfin autour de la gestion. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'agrégation de news. Donc ça, c'est très sympa, mais toute cette capacité à la filtrer et surtout, en fait, après, à en faire un résumé qui soit entendable par le gérant, vous les gérants, et qui ne lui prennent pas de la bande passante au niveau des yeux ou qui ne soient pas obligés de laisser tourner un Bloomberg ou je ne sais quoi pour pouvoir être au courant de ce qui se passe sur les marchés. Il y a une petite voix de synthèse qui est utilisée pour pouvoir redire en fait ce que disent plein de gens en même temps sur le marché, mais ça dure 10 secondes, ça permet aux gérants de vérifier, chez nous en tout cas, que les algos fonctionnent normalement, puisqu'ils se disent « Ah, il s'est passé ça, c'est pour ça que ça a réagi de cette manière-là, ceci, cela », puisqu'il faut pouvoir faire ce suivi. Et dans les défis qu'il va y avoir l'augmentation de la fréquence à laquelle les choses se font. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de temps, il était normal de refaire, en tout cas en tant que gérant, des réallocations annuelles, puis semestrielles, puis... mensuelle, puis hebdomadaire, puis quotidienne, et puis petit à petit, on va arriver au temps réel, et il va falloir gérer en fait toutes les problématiques qui sont autour en temps réel. C'est-à-dire que la valorisation du fonds en temps réel, il va falloir la faire, et comme je le disais tout à l'heure, comme on va être capable de le faire, le régulateur va nous le demander.
Et donc, il faudra renvoyer au régulateur toutes ces données. Alors, peut-être pas en temps réel au début, mais 2-3 fois dans la journée, puis une fois toutes les heures, et ainsi de suite. Et donc, ce problème de digitalisation n'en est qu'au début. La problématique, c'est est-ce qu'on arrivera à former les gens pour que les sociétés arrivent à suivre? Est-ce qu'on arrivera à faire en sorte que tout le monde veuille suivre ça? Je ne suis pas sûr qu'on aura beaucoup de choix. En tout cas, c'est notre conviction. C'est pour ça qu'on essaye d'être le plus temps réel possible, en tout cas chez nous, dans nos façons de faire. Voilà, c'est essentiellement ça dans les défis qu'on a aujourd'hui. Donc utiliser l'IA encore plus pour essayer d'être encore plus compétitif. Alors oui, et en plus, alors chez nous encore, j'ai envie de dire, on sait programmer, donc c'est pas un problème, on sait faire des programmes, des ordinateurs. Enfin, mais je pense que ça peut aider beaucoup de sociétés de gestion autres que la nôtre, justement, à interagir avec l'ordinateur de manière programmatique, sans savoir pour autant programmer. C'est-à-dire petit à petit demander des choses très spécifiques à l'ordinateur, qui va être capable de faire, sans pour autant être capable de générer soi-même le code. Et ça, je pense que pour les sociétés de gestion, et pas que, mais pour ça va être vraiment quelque chose qui va être un levier en fait, de performance pour enlever toutes les difficultés qu'il peut y avoir autour des tâches répétitives, administratives et ce genre de choses. D'accord, merci. À toi, André. Je dirais que moi, je vais partager complètement l'avis de Christophe sur la partie passif. C'est une de nos grosses préoccupation aujourd'hui, c'est comment va être géré le passif de mes clients, parce que moi j'ai, de par les fonctions de risk reporting et compliance, une grosse interaction avec cette partie-là. Aujourd'hui, ma clientèle de sociétés de gestion n'utilise pas la partie blockchain, mais on sait très bien qu'elle ne va pas tarder à l'utiliser. Donc ça va être notre premier défi. Je dirais que le défi senior aujourd'hui, c'est beaucoup plus un défi réglementaire, c'est beaucoup plus un défi européen. Qu'est-ce que va être les directives AIFM, par exemple, au niveau des sociétés de gestion? Qu'est-ce qu'elles vont continuer à avoir le droit de faire par rapport à ce qu'elles font aujourd'hui? Voilà, ça c'est une problématique sur laquelle on n'a pas beaucoup, bien évidemment, de levier, mais sur lequel il faut être particulièrement attentif. Et puis effectivement, toujours le service de nos clients par rapport au passif. Par rapport à l'actif, on est un petit peu plus loin de cette problématique, puisque comme nous on utilise toute la partie, je dirais, post-marché, à partir du moment où il y aura effectivement une digitalisation de l'activité à l'actif, ça viendra assez automatiquement et assez facilement chez moi. Et je dirais que ça aura même plutôt tendance à simplifier le travail de mes équipes sur cette partie-là. Par contre, au passif, effectivement, ce sont quand même des pans entiers, je dirais, de travaux qui aujourd'hui se font d'une certaine manière et qui devront évoluer et qui évolueront avec les plateformes qu'on nous proposera, avec les plateformes qu'on nous imposera éventuellement, mais sur lesquelles il faudra de toute manière nous présenter une capacité d'adaptation, mais qui est aussi notre marque de fabrique, parce qu'on est petit, donc petit, agile, adaptable, c'est facile. Merci. Donc on a vu l'ensemble des questions qu'on devait voir aujourd'hui. Est-ce que peut-être vous en avez pour nos 3 sociétés de gestion? Eh bien, merci. On a rattrapé un petit peu le retard. Donc, merci à vous tous.